le chahut a cessé d'exister. Cette remarque un petit peu provocatrice m'est venue lorsque nous préparions avec Marie Cartier notre livre Les blessures de l'école. Nous avions eu la curiosité de consulter les thèses de sciences de l'éducation soutenues au cours des dernières années. Et nous avons découvert beaucoup de choses étonnantes parfois, mais rien sur le chahut. Le dernier travail de recherche sur le sujet, à ma connaissance, c'est-à-dire celui dans lequel un chercheur a planté ses caméras dans une classe pour voir exactement ce qui se passe, mais il date de 1991, c'est Georges Felouzis. Le mot même semble avoir disparu. L'éducation nationale ne parle plus de chahut. On préfère parler de gestion de classe. Et le glissement sémantique est intéressant. Le chahut, ce sont clairement les élèves qui sèment le désordre. La gestion de la classe renvoie expressément à la manière dont le professeur gère sa classe. Alors, qu'en est-il précisément? La vie des classes d'aujourd'hui est-elle paisible? Ce chahut anomique dont Jacques Testanière avait vu l'émergence dans un texte prémonitoire datant de 1967, ce chahut fait de bavardage incessant et continuel sur toute l'année, aurait-il disparu des salles de classe? Les enseignants n'auraient-ils plus qu'à être de bons gestionnaires? Alors, nous possédons une enquête récente sur le climat scolaire réalisée par le ministère de l'Éducation nationale. On le trouve dans une note de service parue en décembre 2019. Elle a été réalisée auprès des enseignants du second degré au cours de l'année 2019-2020. Alors, que nous dit cette enquête? On y trouve indiqué la proportion de personnel confronté à une violence par type d'incident. Alors, regardons ensemble ces chiffres. Refus ou contestation d'enseignement, 35,4% d'enseignants concernés. Moquerie ou insulte, y compris par des gestes, 24,1% d'enseignants concernés. Menaces, y compris par des gestes ou des regards, une intimidation par Internet, 11,9%. Mise à l'écart, marginalisation, 7,5%. Enfin, bousculer, les professionnels qui auraient été bousculés intentionnellement ou encore frappés, 3,5%. La vie des classes est donc bien loin d'être paisible. Plus d'un tiers des enseignants ont vu leur enseignement contesté. Un quart, pratiquement, sont moqués ou insultés. On peut d'ailleurs s'étonner de voir ranger dans la même statistique les moqueries et les insultes. Les moqueries ne sont pas pénalisables. Les insultes le sont. Enfin, il y a un dernier chiffre que nous révèle cette enquête, c'est que 38%, seulement 38% des enseignants du second degré de l'enseignement public s'estiment en mesure de continuer d'exercer leur métier jusqu'à la retraite. Ce qui veut quand même dire qu'il y a pratiquement plus de 60% des professeurs qui estiment qu'ils changeront de métier bientôt. Ce que ne dit pas cette enquête, finalement, ce sont le nombre d'enseignants qui vont en cours, sinon la peur au ventre, mais du moins à reculons. Combien de cours sont perturbés par des bavardages incessants, des rires, des sonneries de portable, etc. Dans combien de classes passe-t-on plus de temps à établir les conditions qui permettront de faire cours plutôt qu'à faire réellement cours? Certaines classes virtuelles au cours du premier confinement, en mars 2020, ont montré l'étendue des difficultés auxquelles les enseignants sont parfois confrontés.
Le chahut scolaire n'est donc pas un archaïsme relevant de je ne sais quel passé scolaire ancien, c'est un authentique risque professionnel auquel tout enseignant peut être un jour ou l'autre confronté. Et sur toutes ces questions, les enseignants se sont tus. On peut se demander pourquoi. L'éducation nationale, c'est finalement l'autre grande muette. On l'a vu à propos de l'entrisme organisé par certains groupes islamistes dans les établissements scolaires. C'est un inspecteur courageux, Jean-Pierre Aubin, qui a révélé ce phénomène, pas les enseignants, ni leurs organisations syndicales. Au fond, les enseignants ne parlent pas des difficultés qu'ils éprouvent dans leur classe parce qu'ils ont peut-être honte d'avouer la réalité du climat scolaire. Au fond, ils se comportent exactement comme les victimes de harcèlement. Et la comparaison entre harcèlement et chahut peut être approfondie. Chahut et intimidation ont bien des points communs. Ce sont des brimades répétées sur une longue durée, parfois sur une très longue durée, ça peut s'étendre sur toute une carrière dans le cas des enseignants. Ces brimades sont le fait non pas d'un individu isolé, mais d'un groupe. C'est ce qu'on appelle des phénomènes de mobbing, violence de groupe. Les victimes, enfin, sont dans l'incapacité de se défendre par elles-mêmes. Et on pourrait pousser la comparaison aussi sur un autre point. On observe dans les deux cas, le chahut et le harcèlement, quelque chose qu'en utilisant le vocabulaire emprunté à René Girard, j'appellerais le stéréotype de la persécution. Le stéréotype de la persécution a été mis en évidence par René Girard dans le bouc émissaire en 1982, et c'est une tendance qui consiste à considérer que les victimes sont pour quelque chose dans le malheur qui les frappe. Eh bien, il fonctionne à plein, aussi bien dans la question de l'intimidation que dans la question du chahut. Finalement, ce stéréotype de la persécution, nous en sommes tous les porteurs. Voulez-vous en faire l'expérience? Rappelez-vous vos années d'école. N'y avait-il pas, au cours de votre scolarité, un garçon, une fille dont tout le monde se moquait ou qui était systématiquement mis à l'écart? Nous avons tous ce souvenir. N'avez-vous pas, dans le même temps, à la même période, connu un enseignant dont les cours étaient systématiquement l'occasion d'un immense désordre? Nous avons tous ce souvenir. Mais repensons à ce souvenir. N'y a-t-il pas une pensée qui nous vient immédiatement à l'esprit? N'avons-nous pas tendance à nous dire, aussi bien à propos de l'élève intimidé que du professeur chahuté, « Oh, il était tout de même un peu bizarre ». Spontanément, nous imaginons que c'est parce que la victime était bizarre qu'elle a été harcelée ou chahutée. Spontanément, finalement, nous nous rangeons du côté des intimidateurs ou des chahuteurs parce que les intimidateurs ou les chahuteurs sont convaincus que la victime est responsable de ce qui lui arrive. Jamais nous ne faisons le raisonnement inverse, qui pourrait consister à dire que finalement, c'est parce qu'il était persécuté qu'il était bizarre. Pourquoi tient-on toujours les professeurs chahutés pour responsables du désordre de leur classe? Pourquoi passe-t-on systématiquement sous silence le fait que dans certaines classes, il est très difficile, voire impossible, de faire cours? Alors, j'entends bien l'objection qui va venir. On nous objectera que certains enseignants n'étaient peut-être pas faits pour ce métier. Alors, il est vrai qu'un système consistant à recruter d'abord des enseignants par un concours difficile et théorique
pour se demander ensuite s'ils ont les capacités pratiques d'exercer ce métier, est un mode de recrutement un peu particulier. Mais quelques erreurs de recrutement ne font pas 25% de professeurs victimes de moqueries ou d'insultes, ne font pas 35% de professeurs contestés dans leur enseignement. Le chahut puise son origine ailleurs que dans la personnalité des professeurs concernés. Il est le résultat d'un contexte bien précis, celui de la classe, et c'est à ce niveau qu'il convient de le traiter. Alors que faire ? Depuis plusieurs années, au Centre Rhésis, nous avons tenté de nous inspirer des méthodes que nous avons développées en matière de traitement des situations de harcèlement pour rechercher si elles peuvent être opérantes pour traiter les situations de chahut. La méthode de la préoccupation partagée, telle que nous l'avons adaptée au contexte francophone pour traiter les situations de harcèlement, repose sur deux aspects. D'abord, faire en sorte que chaque élève trouve dans son établissement, au sein d'une équipe, le soutien, la défense dont il a besoin, qu'on lui offre le cadre d'une écoute empathique et bienveillante. C'est cette méthode que nous avons développée dans un très grand nombre d'établissements scolaires. Mais il faut aussi qu'en parallèle, on intervienne auprès des intimidateurs pour faire cesser les brimades. Et selon une méthode éprouvée, inspirée d'ailleurs en partie des travaux d'Anatole Picasse, on va placer les élèves en situation de rechercher une préoccupation pour la victime et de trouver des suggestions afin de lui venir en aide. Eh bien, il me semble que plusieurs points de cette méthode peuvent être retenus pour traiter les situations de chahut. Plusieurs points, en effet, peuvent être retenus. D'abord, l'inefficacité de la sanction. On sait qu'en matière de traitement des situations d'intimidation, non seulement la sanction est inefficace, mais elle est parfois contre-productive. C'est-à-dire qu'elle a souvent tendance à renforcer la cohésion du groupe contre la cible. Et c'est sans doute pour cela que les victimes répugnent à en parler aux adultes de leur établissement. Lorsqu'on est amené à sanctionner une situation de harcèlement et de sanctionner des élèves ayant pris part à des brimades, ceux-ci ont souvent manifestent souvent une sorte de sentiment d'injustice. Pourquoi moi, semble-t-il nous dire? On s'est tous moqués, on a tous donné un surnom, on l'a tous mis à l'écart, et c'est moi qu'on sanctionne? Le harcèlement est un phénomène de groupe, la sanction est par nature individuelle. Il en va exactement de la même manière du chahut. Essayez de sanctionner une situation de chahut. Les élèves vont dire, pourquoi moi? On l'a tous fait, on a tous participé au chahut. Non seulement les brimades sont inefficaces, mais elles renforcent très souvent les situations de chahut comme de harcèlement. L'autre leçon que nous pouvons retirer de la méthode de la préoccupation partagée, c'est, j'allais dire, l'un des présupposés de cette méthode. L'une des hypothèses, en effet, sur laquelle repose la préoccupation partagée, est l'idée selon laquelle les élèves prenant part aux brimades le font davantage par mimétisme, sous l'influence du groupe, plutôt que par volonté de nuire. On se moque parce que tout le monde se moque, on rit parce que tout le monde rit. J'allais dire, on chahute parce que tout le monde chahute. Pourquoi un élève participe-t-il à des brimades? Parce qu'il est agressif et méchant, ou bien, beaucoup plus simplement, parce qu'il est incapable de se résister, de s'affranchir de la pression du groupe. Les pervers sont peu nombreux à l'école. En revanche, les adolescents soumis
au groupe sont légion. La méthode de la préoccupation partagée postule en quelque sorte que les intimidateurs, ne se sentent pas très bien dans leur rôle de harceleur et on leur offre une possibilité de sortir la tête haute de l'intimidation. Et c'est sans doute l'une des clés de la réussite de cette méthode. Eh bien, on peut partir exactement du même principe pour traiter les situations de chahut. Rares sont les élèves qui prennent plaisir au désordre. D'ailleurs, nous-mêmes, souvenons-nous, lorsque nous étions en classe et qu'il y avait un professeur qui était chahuté, n'aurions-nous pas préféré que l'ordre revint? À l'école, les nihilistes ne sont pas plus nombreux que les pervers. Rares sont les élèves qui prennent vraiment plaisir au désordre. Enfin, dernier point que l'on peut retenir de la méthode de la préoccupation partagée, le fait de placer les élèves en situation de s'inquiéter pour celui qui ne va pas bien et de rechercher des suggestions pour faire en sorte qu'il aille mieux, nous paraît aussi utile pour traiter les situations de chahut. Depuis plusieurs années, nous testons un protocole pour traiter les situations de classe difficiles. Je vais vous le présenter en quelques mots. Mais auparavant, on peut tout de même remarquer qu'il suppose quelques préalables. Il suppose d'abord qu'on cesse résolument de se voiler la face sur la réalité des classes difficiles. Il suppose que les professeurs acceptent d'évoquer sans honte la réalité du cadre scolaire. Il suppose que les chefs d'établissement s'engagent fermement aux côtés des professionnels en difficulté. Il suppose, en un mot, que l'on joue collectif. Et ça n'est pas simple. Cela suppose que l'on renonce à toute stratégie individuelle, à toute façon de se dire « Oh, c'est pire ailleurs, avec moi ça ne va pas si mal ». Il faut jouer collectif. Le dispositif que nous proposons se décompose en différentes phases. La première est une réunion de l'équipe enseignante de la classe, organisée en présence du chef d'établissement et du CPE responsable de la classe. Et le chef d'établissement, le représentant de la direction, commence par assurer les professeurs de son total soutien face aux difficultés qu'ils rencontrent. Il ne doit ni minimiser les faits, ni laisser penser que les difficultés sont concentrées dans certains cours. Vous voyez qu'il s'agit tout de même d'un changement radical de posture. Il doit s'attacher à convaincre les professionnels d'adhérer au dispositif, d'en accepter la mise en œuvre et de s'y associer. L'adhésion de tous les personnels au dispositif est la condition sine qua non de sa réussite. Il fait une présentation du dispositif et il présente le calendrier. Au cours de cette première réunion, les professeurs sont invités à constituer un groupe d'une douzaine d'élèves de la classe environ. La composition n'est pas faite au hasard, elle répond à des critères bien définis. On veillera en particulier à ce que les élèves considérés comme les plus chahuteurs soient présents au sein de ce groupe. Mais on en mettra d'autres également. Voici donc la première phase. Ensuite, dans une seconde phase, on réunira le groupe des élèves que l'on a constitué, en présence de 3 adultes de l'établissement, dont un représentant de la direction. Là encore, l'organisation de cette rencontre obéit à des règles très précises. Les adultes vont exprimer leur inquiétude pour la classe et demander aux élèves quelles suggestions ils pourraient faire pour faire que le climat de classe s'améliore. On voit ici très clairement qu'on s'inspire de la méthode de la préoccupation. On voit ici très clairement qu'on s'inspire de la méthode de la préoccupation partagée.
qui est à la fois l'idée de partager une préoccupation. On est inquiet par la classe. Vous avez vu vos résultats, vous voyez bien que ça ne peut pas continuer comme ça. On est vraiment inquiet et vous devez l'être, vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et qu'est-ce que vous pourriez vous-même suggérer pour que cela se passe mieux? Et on collecte les suggestions. Et on observe à ce stade-là quelque chose qu'on a observé aussi dans la méthode de la préoccupation partagée. On sait qu'il est fréquent euh, euh, que les élèves les plus impliqués dans les brimades soient aussi ceux qui formulent les suggestions les plus pertinentes. Justement, toujours avec cette même idée, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'intimidation, la tête haute. Et bien, dans les situations de chahut, je me suis rendu compte exactement de la même chose. Les élèves considérés comme les plus chahuteurs sont aussi ceux qui apportent les suggestions les plus pertinentes et les plus constructives pour améliorer le climat de la classe. Débarrassés du poids de la sanction, du poids de la réprimande, n'étant pas en position d'être accusés ou jugés, mais devenant les acteurs de la résolution d'un problème, ils changent radicalement de posture et s'engagent volontiers dans la recherche de suggestions. Ça s'applique dans les situations de chahut comme dans les situations de harcèlement. Je me souviens d'une classe de quatrième dans laquelle nous avions développé ce dispositif et des propos de l'une des membres du groupe, une élève du groupe. Elle était sans doute l'une des élèves les plus perturbatrices de la classe. Pendant la rencontre, elle avait apporté des pistes, des suggestions extrêmement intéressantes. Et en sortant, visiblement très satisfaite de la rencontre, elle nous a dit, j'étais avec la principale du collège, elle nous a dit, jamais on ne m'avait parlé comme ça. Voyez. En associant les élèves, qu'ils soient intimidateurs ou chahuteurs, dans le règlement d'un problème dont ils sont partie prenante, dans lequel ils sont directement impliqués, on leur permet de sortir la tête haute d'une situation dans laquelle, pour la plupart, ils se sentent très mal à l'aise. On leur offre une porte de sortie honorable, et c'est sans doute pour cela qu'ils adhèrent aussi facilement à ces dispositifs. Les étapes suivantes consistent en un retour vers l'équipe enseignante. Les adultes qui ont encadré le groupe rendent compte de cette rencontre à leurs collègues et des suggestions qui ont été faites. Cette phase n'est pas la plus facile. Il va falloir examiner les propositions des élèves et voir dans quelles conditions elles peuvent être mises en œuvre. Puis, ensuite, on rencontrera encore une autre fois les élèves, cette fois sous forme d'entretien individuel, pour s'assurer de l'amélioration du climat scolaire. Nous nous sommes, dans ce dispositif, inspirés très largement de la préoccupation partagée et on reconnaîtra aussi l'influence de Noblem Approach, c'est-à-dire l'idée de travailler avec un groupe. Voilà le dispositif présenté à grands traits. Il peut être plus précisément développé lors de formations que nous mettons en place dans les établissements. À chaque fois que nous l'avons mis en place, nous avons pu constater d'abord une excellente adhésion des élèves à l'ensemble du dispositif, ensuite une grande efficacité de la méthode qui permet une amélioration assez rapide du climat de classe. Si vous souhaitez en savoir plus, donc, vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran.